Nous sommes en l'an 333 avant Jésus-Christ. Cela fait maintenant plusieurs mois que le jeune roi macédonien Alexandre s'est lancé à la conquête de l'Empire perse. Alors que plusieurs de ses compagnons estiment que leur mission est d'ores et déjà accomplie, celui-ci estime qu'ils peuvent, et surtout qu'ils doivent, poursuivre leur avancée. Dans cet épisode, nous verrons donc pourquoi et comment Alexandre a pu enchaîner de nombreuses conquêtes au point de finir par être nommé pharaon d'Égypte moins de 5 ans seulement après son départ. Après ses victoires sur les côtes anatoliennes, Alexandre décide de se rendre dans la cité de Gordion, où d'après la légende, il aurait résolu la célèbre énigme du nœud gordien. Celle-là même qui prétendait que l'homme en mesure de trouver une solution à ce dit problème deviendrait le maître de l'Asie. Alexandre aurait alors, d'après la légende encore une fois, décidé d'utiliser son épée pour trancher le nœud, ce que personne n'avait songé à faire jusque-là. C'est ici qu'il aurait également appris que le souverain ennemi, Darius, aurait enfin commencé à rassembler une immense armée pour lui faire face. Alexandre rassemble donc ses propres troupes et reprend sa route. Il se rend d'abord plus au nord et réalise plusieurs opérations en Cappadoce, où il s'empresse de nommer son propre satrape. Toutefois, la domination macédonienne sur cette région n'était que théorique. Malgré tout, ils parviennent à atteindre la cité de Tars durant l'été et celle-ci tombe rapidement. Si certains officiers perses ont pu se montrer enthousiastes vis-à-vis de l'arrivée de ces Macédoniens, il se révèle assez vite qu'ils ne font qu'échanger un maître contre un autre. Alexandre se montrant aussi prompt à la clémence qu'à la punition, en fonction du comportement des différentes populations tombées sous sa coupe. D'ailleurs, ce dernier tombe même malade à Tars, ce qui l'oblige à se reposer pendant plusieurs semaines. Mais de là, il peut s'évertuer à remettre sur pied une nouvelle flotte, en ordonnant notamment à ses alliés de la Ligue de Corinthe de s'en charger pour contrecarrer les opérations de reconquête de la flotte perse, ce qui permet ainsi aux Grecs de remettre la main sur les îles qui avaient été reconquises par même nom. Une fois rétabli, Alexandre peut reprendre son avancée, tandis que de son côté, Darius aurait atteint la cité de Sokoi, un peu plus à l'est. La première grande confrontation entre les deux hommes allait bientôt pouvoir avoir lieu. Celle-ci prend donc place non loin de la cité d'Issos, où Darius n'est pas loin de surprendre l'armée d'Alexandre. Celle-ci est alors toujours composée d'un peu moins de 40 000 soldats, dont 24 000 fantassins lourds, 8 000 légers et 5 000 cavaliers. Du côté achéménide, les chiffres varient en fonction des sources. Les plus anciennes vont jusqu'à évoquer une armée de 600 000 soldats, mais les historiens modernes estiment qu'une troupe de 100 000 soldats aurait déjà été particulièrement difficile à faire manœuvrer dans une région aussi escarpée. Certaines données plus récentes s'accordent donc plutôt sur le nombre de 60 000 soldats. Grâce à son effet de surprise, Darius a la chance de pouvoir disposer ses troupes en ordre de bataille le premier. Il se serait de son côté placé à leur tête à bord de son célèbre char, en étant accompagné de ses meilleurs cavaliers. Derrière lui se seraient trouvés ses fantassins, les plus légers étant situés sur son flanc gauche, au plus proche de la montagne. Sur la droite, Darius aurait fait positionner ses cavaliers légers. Du côté d'Alexandre, celui-ci décide d'employer sa stratégie habituelle. Il place sa phalange au centre, protégée sur les côtés par de l'infanterie légère, et il prend quant à lui la tête de la majorité de la cavalerie sur le flanc droit, tandis que la cavalerie légère sous le commandement de Parménion est positionnée sur le flanc gauche. Le premier choc a lieu avec l'opposition des troupes d'infanterie centrale. Sur la gauche, Parménion parvient à tenir tête à toute la cavalerie ennemie. Alexandre, quant à lui, s'élance au beau milieu de l'infanterie légère ennemie et fait un véritable carnage, ce qui lui permet même d'apercevoir une ouverture dans la formation adverse, lui offrant ainsi une ligne de mire parfaite pour atteindre Darius. La cavalerie macédonienne se serait alors enfoncée dans les lignes achéménides, où Darius aurait été massivement protégé par sa garde rapprochée, jusqu'à ce que celui-ci n'ait plus d'autre choix que de prendre la fuite pour sauver sa peau.
C'est alors une véritable débâcle qui aurait eu lieu, les Perses se marchant les uns sur les autres pour tenter de s'enfuir, tandis que la cavalerie macédonienne les aurait pris en chasse. Et malgré tous les efforts des cavaliers d'Alexandre, ceux-ci ne parviennent pas à capturer Darius. En revanche, dans sa précipitation, celui-ci n'est pas parvenu à mettre en sûreté sa famille, ce qui permet à Alexandre de mettre la main sur de précieux otages. Pire encore, Darius aurait abandonné derrière lui ses insignes royaux, ce qui aurait été considéré comme un véritable déshonneur pour ses pairs. Toutefois, Alexandre fait le choix de ne pas partir à la poursuite de Darius, qu'il préfère laisser retourner à Babylone, et en lieu et place de cela, le Macédonien décide de sécuriser la côte méditerranéenne, où la majorité des cités l'accueillent chaleureusement. Et avec toutes ces victoires, le roi macédonien avait également pu mettre la main sur suffisamment d'argent pour consolider sa flotte et donc s'assurer du contrôle total des mers, et notamment, comme on a pu le voir, de la mer Égée. Mais il était également en mesure d'engager de nouveaux soldats, comme dans les régions d'Anatolie peu sécurisées, où ses généraux tels qu'Antigone le Borgne peuvent enfin ramener l'ordre. Lors de sa conquête de la Syrie, Alexandre doit faire face à l'impressionnante capacité de résistance des occupants de la cité de Tyr, dont la particularité réside dans le fait d'être érigée sur une île située à près de 700 mètres des côtes. Pire encore, Tyr était une véritable forteresse, disposant même d'une flotte suffisamment menaçante pour venir perturber les plans du roi macédonien. Celui-ci engage donc de très gros moyens pour résoudre cette situation, à commencer par le fait de faire bâtir une immense chaussée pour rejoindre la cité à pied, tout comme il peut également faire construire d'innovants engins de siège après s'être entouré de brillants ingénieurs. Mais ce n'est en réalité qu'après s'être emparé de l'île de Chypre et de sa flotte que le sort de Tyr est définitivement scellé. Les murs finissent enfin par tomber et Alexandre peut désormais s'emparer de la cité. Conformément à son habitude, tous ses habitants sont alors massacrés ou réduits en esclavage. Cela fait, celui-ci peut poursuivre son avancée dans le sud malgré l'éventuelle réception d'une avantageuse proposition de paix de Darius qu'Alexandre se serait empressé de rejeter. Toutefois, il est considéré aujourd'hui comme probable que ces soi-disant propositions de paix n'auraient été en réalité que de la propagande macédonienne pour souligner la crainte que leur roi pouvait faire ressentir à ses ennemis. Quoi qu'il en soit, Alexandre est bien décidé à atteindre l'Égypte, alors sous le contrôle achéménide, pour les priver définitivement d'un accès à la mer Méditerranée, et par conséquent, les empêcher d'avoir de nouveau recours à des mercenaires grecs, une chose qui était plutôt courante chez les Perses. Il commence donc par assiéger Gaza, ce qui lui prend environ 2 mois au cours desquels il est lui-même blessé à plusieurs reprises, et lorsque la cité tombe enfin, Alexandre lui réserve le sort habituel, à savoir le massacre et l'esclavage. Toutefois, il serait quand même parvenu à mettre la main sur de nombreuses richesses, à commencer par des aromates. Cette victoire remportée, Alexandre poursuit son chemin et atteint enfin le territoire égyptien en moins 331, où il aurait été accueilli en véritable héros. Il faut dire que par le passé, les Égyptiens s'étaient déjà révoltés à de nombreuses reprises contre les Perses. Il avance donc jusqu'à Memphis, où le satrape local décide de lui offrir la souveraineté de ses terres. Dans les jours qui suivent, Alexandre est même proclamé pharaon. De nombreuses festivités sont alors organisées au cours desquelles le jeune pharaon peut témoigner de son respect pour les croyances locales, en honorant bien sûr ses dieux, mais pas seulement, puisqu'il fait de même pour tout le panthéon égyptien. Par la suite, il aurait rejoint la côte où il aurait pu déterminer le lieu de construction d'une grande cité qu'il décide d'appeler en toute modestie Alexandrie. Celle-ci ne prendrait véritablement son essor que bien des années après le début de sa construction, avec notamment l'apparition d'un phare, d'un musée ou bien encore d'une grande bibliothèque. La légende dit tout de même qu'Alexandre aurait utilisé de la farine pour dessiner les plans de la future cité et que des mouettes se seraient empressées de venir s'en repaître, ce qui aurait été considéré comme un bon présage. Le roi part en pèlerinage du côté de l'oasis de Siwa, où il peut rencontrer un oracle qui lui confirme son ascendance divine du dieu Amon, l'équivalent de Zeus dans le panthéon grec.
Une information qui allait rapidement pouvoir être utilisée par les services de propagande d'Alexandre pour déifier leur seigneur vis-à-vis de la population. Cela fait, Alexandre décide de ne pas avancer plus à l'ouest pour se concentrer sur son unique et véritable ennemi de l'Est, à savoir Darius, à qui il avait pu d'ailleurs laisser le temps de rassembler une immense armée. L'ultime confrontation aurait bientôt lieu. Mais maintenant que nous avons vu comment Alexandre avait pu s'emparer de tous les territoires perses bordant le bassin méditerranéen, il est d'ores et déjà intéressant de comprendre de quelle manière le jeune conquérant a pu devenir, semble-t-il aussi facilement, le nouveau seigneur de toutes ces terres. Il faut bien admettre que les premières conquêtes du Macédonien ont été particulièrement rapides. Et même si ces terres lui doivent une fidélité sans faille depuis qu'il a posé le pied en territoire achéménide, il n'empêche qu'il n'a pas pu se permettre de réduire à néant tout ce qu'avaient pu construire les Perses. Il en résulte donc au final des situations régionales très différentes les unes des autres, un peu à la manière de ce qu'avaient pu mettre en place les grands rois achéménides au fil des âges. Le premier point important est qu'Alexandre n'a pas spécialement cherché à changer le fonctionnement des satrapies tombées sous son contrôle, tout comme il n'a pas spécialement cherché à modifier les frontières de chacune d'entre elles à de rares exceptions près, comme il aurait apparemment pu le faire en Syrie. En revanche, il a certainement essayé de diminuer le nombre de pouvoirs en possession de ses gouverneurs pour renforcer sa propre domination. Des gouverneurs qui, parfois, étaient des Macédoniens placés par Alexandre, et d'autres fois étaient toujours des satrapes perses qu'il décidait de conserver à leur place. Il nous est également précisé que dans les satrapies orientales, Alexandre a souvent cherché à diviser les tâches de ses gouverneurs à travers plusieurs personnes. Les Perses exerçaient le pouvoir civil, tandis que les rôles militaires étaient remis à des Macédoniens de confiance. En résumé, comme nous le dit l'historien Pierre Briand, l'empire d'Alexandre était un état en création permanente. Celui-ci n'avait pas le temps de modifier le fonctionnement de toutes les cités tombées sous son emprise, et il se devait donc de faire preuve de pragmatisme pour s'adapter à chacune d'entre elles et prendre la décision qui lui semblait la plus appropriée. Le fait de diviser les pouvoirs entre plusieurs représentants ne devait être qu'une simple mesure de précaution, mais c'est essentiellement la présence ou parfois l'absence de la grande armée d'Alexandre dans les territoires conquis qui assure l'obéissance ou à l'inverse la révolte des différentes satrapies. Mais nous y reviendrons plus en détail dans les prochains épisodes. En revanche, une autre question qu'on peut d'ores et déjà se poser, c'est celle qui consiste à nous faire nous demander comment Alexandre a-t-il pu avancer aussi rapidement et facilement dans l'empire achéménide. Eh bien en réalité, la chose n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Dès le départ, le nombre de troupes sous le commandement du jeune roi nous permet de comprendre que peu importe ses ambitions, celui-ci n'aura jamais le droit de faire le moindre faux pas. Celui-ci peut certes compter sur une armée professionnelle de 40 000 soldats, mais ses ennemis disposent quant à eux d'un potentiel de troupes qui lui est bien supérieur, sans même compter sur leurs importantes ressources financières. La propagande a ensuite pu essayer de faire passer l'idée selon laquelle l'empire de Darius traversait à ce moment-là une période complexe, que c'était en plus de cela un état décadent, en proie à tous les vices d'une société, la luxure, l'ivrognerie, la couardise, mais dans les faits, rien ne nous indique vraiment une telle chose. Tout comme l'existence d'une éventuelle crise financière reste très peu probable. Et plus édifiant encore, Darius devait toujours disposer à cette époque du soutien sans faille des grandes familles perses. Du côté d'Alexandre, il faut bien comprendre que malgré ses premiers succès tonitruants, notamment lors de la bataille du Granique, sa situation reste extrêmement précaire durant toute la période de la conquête de l'Asie mineure, car pendant longtemps, celui-ci doit veiller à assurer ses arrières suite aux actions menées par Memnon de Rhodes, tout comme il doit également veiller à ne pas se faire surprendre par une nouvelle armée dirigée par Darius. Le risque est donc de se retrouver pris au piège. Pire encore, en Grèce, et plus précisément du côté de Sparte, se déroule un événement que nous aurons l'occasion d'aborder dans un prochain épisode, avec la tentative de rébellion du roi Agis III, qui espère bien profiter de l'absence d'Alexandre pour libérer les cités voisines de l'influence macédonienne, en s'alliant notamment avec les généraux achéménides. Après la victorieuse bataille d'Issos, certains historiens ont pu dire qu'Alexandre était enfin libre de ses mouvements,
Mais la chose ne saurait être aussi simple. De nombreux cavaliers perses ont pu s'enfuir, Darius était de son côté déjà en train de superviser la création d'une nouvelle armée, et la menace au nord était toujours présente. Le salut d'Alexandre repose donc sur le talent de son général Antigone le Borgne, à qui il a pu confier le commandement de toutes leurs armées d'Asie mineure et qui est parvenu à sécuriser cette région au prix de grands efforts. Mais c'est véritablement après le ralliement des flottes princières chypriotes qu'Alexandre peut renverser la situation. Mais aujourd'hui encore, comprendre et analyser les défaites de Darius reste une chose particulièrement complexe. Certaines questions demeurent, notamment concernant l'usage particulier qui a pu être fait de la flotte perse. Peut-être ont-ils tout simplement réagi trop tard, ou pris cette invasion à la légère. Quoi qu'il en soit, il demeure sûr et certain que le grand roi n'était pas résolu à abandonner et à perdre son empire aussi facilement. C'est donc ce que nous verrons dans le prochain épisode. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à la partager à vos amis. Ensuite, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de la grande épopée d'Alexandre le Grand.